Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 5e épisode de cette saga sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, en référence, je vous le rappelle, au best-seller de Lise Bourbeau qui porte le même nom. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la trahison. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté le premier épisode d'introduction pour comprendre en quoi ces blessures consistent et en quoi elles vous impactent dans vos vies, eh bien, je vous encourage à le faire en cliquant sur le lien que vous trouverez dans le descriptif de cet audio. Alors, je vous rappelle l'objectif de ces podcasts, qui est de vous permettre, bien sûr, d'identifier et de comprendre votre ou vos blessures, mais aussi celles de votre entourage. Parce que ça va vous permettre de faire preuve de plus de compréhension et de tolérance à leur égard. Avant de démarrer, eh bien, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Et tout de suite après, sur la petite cloche noire, c'est important, parce que c'est ce qui va vous permettre de recevoir une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo ou de podcast. Ok, donc après le rejet, l'abandon et l'humiliation, nous arrivons à la blessure de trahison, qui est la 4e blessure de l'âme identifiée par Lise Bourbeau. D'abord, voyons rapidement la définition de la trahison. Trahir, eh bien, ça veut dire cesser d'être fidèle à quelqu'un ou à quelque chose, renier ou livrer quelqu'un. La trahison est donc directement reliée à son contraire, qui est la fidélité, qui est simplement l'action de garder ses engagements, d'être loyal et dévoué. Cette blessure s'éveille couramment chez le jeune enfant, entre 2 et 4 ans, et est en lien direct avec le parent du sexe opposé au moment même où son énergie sexuelle commence à se développer, ce qui engendre ce fameux complexe d'Oedipe dont on a tous entendu parler. L'enfant aura donc une forte connexion d'amour à l'égard du parent du sexe opposé avec qui il développera une relation fusionnelle et qui sera son premier amour. Une référence qui d'ailleurs pourra en être une toute sa vie. Et il n'est pas rare d'ailleurs que vers l'âge de 5 ou 6 ans, l'enfant soit littéralement amoureux de ce parent. Prenons l'exemple d'un jeune garçon. Donc si sa maman est très attentive à son bien-être, se met à sa disposition, le fait passer avant elle et les autres membres de sa famille, répond trop à ses caprices, il commencera à croire qu'il est au centre de son attention, qu'il est le roi à la maison, et même qu'il peut parfaitement remplacer le deuxième parent. Donc il va prendre beaucoup de place. L'âme qui s'incarne dans le but de guérir cette blessure de trahison choisit des parents qui sont souvent eux aussi touchés par cette blessure et qui usent de la séduction dans l'éducation qu'ils donnent à leur enfant. Cette manipulation inconsciente va éveiller chez l'enfant le sentiment profond qu'ils ont besoin de lui et entrera donc lui aussi très naturellement dans ce jeu de séduction. Il cherchera à tout prix à plaire à son parent du sexe opposé, à devenir à ses yeux non seulement un être vraiment spécial, mais carrément sa priorité. On remarque souvent que l'enfant, au travers de cette relation fusionnelle entretenue avec son parent du sexe opposé, défiera le parent du même sexe et cherchera même à créer des tensions et des conflits entre ces deux parents. Et il aura le réflexe de venir consoler le parent du même sexe pour lui envoyer le message que lui, il est là, solide et loyal. Je vais vous donner 3 exemples de situations en lien avec le parent du sexe opposé qui déclenchent cette blessure de trahison chez l'enfant. D'abord, si ce parent ne tient pas ses promesses ou trahit sa confiance, ou s'il sent que ce parent est trahi par son autre parent, et puis s'il ne se sent plus au centre de l'attention de ce parent et se sent délaissé. Ça peut être lorsqu'il y a des invités à la maison, suite à l'arrivée d'un autre enfant dans la famille, etc. Il deviendra alors souvent collant, boudeur, capricieux, voire carrément caractériel. Il sera tout simplement jaloux. Pour ceux qui ont écouté déjà d'autres podcasts de cette saga, vous savez qu'à chaque blessure correspond à un masque et celle d'un individu qui souffre de la blessure de trahison est celui du contrôlant. En fait, c'est une protection, une armure. Il développe ce masque dans le but d'abord de veiller à bien respecter ses engagements, à savoir être fidèle et responsable, mais aussi pour s'assurer que les autres respectent les siens.
Vous l'aurez certainement compris, la loyauté est vraiment au centre de ses préoccupations. Cette blessure sera d'autant plus marquante dans les relations qu'il entretient avec les personnes du sexe opposé. Et dans ce cas de figure, eh bien, il les porte pour entière responsables d'une situation qu'il vivra comme une trahison et leur en voudra de l'avoir blessé. Alors qu'avec une personne du même sexe, c'est plutôt lui qui a tendance à accuser de naïveté et de faiblesse et à qui il en veut ou en voudra. Dans ma vie personnelle, j'ai pas mal de contrôlants. Et l'image qui me vient lorsque je pense à eux, eh bien, c'est l'image d'un guerrier, une personne solide, avec beaucoup d'assurance, forte, courageuse et téméraire, avec une personnalité affirmée et sur qui, vous l'aurez compris, on peut compter. Souvent méfiant et sceptique, eh bien, il a du mal à faire confiance. Mais quand il décide de s'engager dans une relation, il ne la vit pas à moitié. Il est totalement impliqué, entier et généreux. Très exigeant avec lui-même, eh bien, il l'est aussi avec les autres. Ses valeurs et idées sont très marquées et il cherche souvent à convaincre avec ferveur. Il manque de tolérance et a tendance à se braquer et faire preuve d'impatience. Il se fait vite une opinion sur les gens et sur une situation et est convaincu d'avoir raison. Il a beaucoup de mal à se remettre en question. Le contrôlant est vif et rapide dans ses actions, prise de décision, apprentissage, et aura du mal à rester calme et patient face à une personne plus lente que lui ou à une situation qui n'avance pas aussi vite qu'il le souhaite. Comme il est plutôt du genre action-réaction, la paresse et la procrastination l'agacent profondément. Comme son nom l'indique, le contrôlant est dans le contrôle. Bah oui, et donc il veut tout contrôler, lui, les autres, les choses, les événements, etc. Il est donc de fait beaucoup dans le mental et dépense beaucoup d'énergie inutile à vouloir tout gérer. Forcément, je dis inutile parce que quand on comprend que nous ne sommes maîtres que de nous-mêmes et que l'on contrôle finalement très peu de choses, on comprend que vouloir tout gérer est juste une perte de temps et d'énergie. D'ailleurs, petite parenthèse, si ce sujet vous intéresse, eh bien, je vous mets dans le descriptif de cet audio le lien vers un podcast sur les croyances qui vont vous éclairer. Je referme la parenthèse. Du coup, eh bien, quand tout ne va pas dans son sens, selon ses attentes, il peut devenir agressif, voire colérique, bien qu'il ne se voit pas en tant que tel. En fait, il aime à penser qu'il est simplement quelqu'un d'affirmé qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Le contrôlant a une personnalité affirmée et du charisme. C'est généralement un compétiteur. Il veut gagner et il adore ça. Il a de l'assurance, il est sociable. Il adore être remarqué et briller. En fait, c'est un séducteur par excellence. Et il prend généralement soin de lui, de son physique, de son hygiène, de son aspect extérieur, etc. Si vous avez encore un petit peu de mal à imaginer à quoi peut ressembler un contrôlant, eh bien, c'est typiquement le genre de personne qui va débarquer dans une soirée et qui va mettre de l'ambiance. Adresser un mot sympa à tout le monde, faire de l'humour, danser en prenant de la place, parler fort, rire, bref, s'amuser et amuser les autres. On remarque que le contrôlant a une capacité d'analyse de son environnement que je trouve personnellement assez impressionnante. En fait, il voit tout, comme s'il avait des yeux scanners, et on peut même avoir parfois la sensation qu'il a des yeux dans le dos. Il parvient rapidement à analyser son environnement dans les moindres détails et capte ce qui l'entoure et les éventuels dangers autour de lui. Alors, une de ses bêtes noires, c'est le mensonge. Il est persuadé de ne jamais mentir, de garder sa parole et pense qu'il n'a peur de personne. D'ailleurs, encore une autre bête noire, la lâcheté. Ça l'insupporte. Pourtant, paradoxalement, eh bien lui s'arrange pour éviter les situations de confrontation et de conflit qui sont déstabilisantes pour lui parce qu'il a le sentiment de perdre tout pouvoir. Vivre ce type de situation et se couper d'une relation peut être très effrayant pour lui et il ne le réalise pas toujours. Quand il met fin à une histoire, eh bien il se convainc que cela est mieux pour lui, qu'il ne se fera plus avoir. Et on remarque qu'il aura plutôt tendance à couper les ponts sans forcément avertir la personne concernée. Il va simplement laisser la relation s'éteindre. Vous l'aurez certainement deviné, ses plus grandes peurs sont la dissociation et le reniement qui lui font clairement perdre tous ses moyens puisqu'il est de nature fusionnelle.
Et puis, tout ce qui le ramène à un sentiment d'être contrôlé par les autres l'insupporte. Et ça peut le rendre très, très nerveux. L'autorité, le manque d'ouverture d'esprit, le sentiment d'être surveillé, le manque d'écoute. Si quelqu'un contre ou met en cause ou en doute ses opinions, son travail, ses paroles, ses actions, etc., etc. Comme pour toutes les blessures, on relève un grand paradoxe également dans le mode de fonctionnement des personnes souffrant de cette blessure de trahison. Et vous allez voir que ce qui indispose le contrôlant est le reflet même de la manière dont il agit. Et oui, lui-même cherche à briller, à avoir le contrôle sur les choses et les gens, est assez autoritaire et intolérant, a du mal à accepter d'autres points de vue que les siens, etc., etc. Car oui, le contrôlant, souvent inconsciemment, encore une fois, est un manipulateur. Son but est d'obtenir ce qu'il veut par la séduction, un jeu qui l'amène souvent à l'hypocrisie, donc au mensonge, voire à la tromperie. On note également qu'il a du mal à s'engager dans une relation amoureuse. Et cela découle d'une peur inconsciente encore plus grande, celle du désengagement. Puisque, je vous le rappelle, ne pas tenir sa parole et se désengager le ramène directement à la trahison. En fait, le contrôlant entretient sa blessure en se mentant à lui-même, en se faisant croire des choses fausses et en ne tenant pas ses engagements envers lui. Il se punit en voulant tout gérer lui-même, puisqu'il ne fait pas confiance aux autres. Et cela peut véritablement le conduire à l'épuisement physique et psychique. Physiquement, son corps est à l'image de sa personnalité, fort et puissant, donc plutôt tonique et musclé, avec une poitrine et un ventre souvent bombés. On constate que l'homme a très souvent les épaules plus larges que les hanches, alors que chez la femme, c'est plutôt le contraire, avec un physique plutôt en forme de poire. Et côté yeux, le contrôlant a un regard expressif, profond, intense et séducteur. Des 5 blessures de l'âme, celle de la trahison est la plus marquée par l'attente envers les autres. L'image qu'il renvoie et les apparences sont très importantes pour lui. Il veut être perçu comme un gagnant, une personne talentueuse, fiable et solide. On remarque aussi qu'il vit souvent comme le fuyant des montagnes russes émotionnelles, avec des hauts et des bas plutôt marqués, et qu'il passe souvent en un clin d'œil d'une attitude à une autre. Le contrôlant utilisera souvent des mots comme dissocier, confiance. Il aura tendance, à la fin de ses phrases, de demander si on a compris. Il dira aussi « je suis capable »,« laisse-moi faire seul »,« je le savais, je te l'avais dit ». Concernant sa vie sexuelle, le contrôlant est plutôt à l'aise dans son corps. Mais par contre, c'est lui qui décide où et quand. Tout simplement parce que là encore, ça lui donne du pouvoir. Concernant son mode d'alimentation, il a plutôt bon appétit lorsqu'il prend le temps de manger, je le précise, parce que son appétit peut vraiment être variable en fonction de ses activités et de son emploi du temps. Il mange comme il vit, vite. Et il pourra aisément sauter un repas s'il est à fond sur un travail, par exemple. On remarque aussi qu'il est friand des épices et du sel dans les plats. Il aime vraiment ce qui a du goût. Côté mots, MAUX et maladies, les plus présents chez le contrôlant, ce sont souvent les articulations qui sont touchées et le système digestif. Et puis, il sera sujet aux hémorragies. Il pourra développer aussi de l'herpès buccal, de l'impuissance, de l'agoraphobie et dans des cas extrêmes, carrément de la paralysie. J'ai constaté aussi tout au long de ma vie que les contrôlants ont tendance à se laisser séduire par l'alcool et la drogue, et notamment la cocaïne, qui aura pour effet de booster leurs facultés physiques et mentales avec un sentiment de puissance décuplé. Et malheureusement, cela pourra parfois les détruire. Alors, comment soigner la blessure de trahison ? Comme pour toutes les autres blessures, identifier sa blessure, c'est faire 50% du travail. Il est important de comprendre, si vous êtes impacté par cette blessure, que vous avez une âme de leader. Vous êtes fort, courageux, motivé, habile, rassurant, protecteur, à l'aise en public et savez vous exprimer clairement. Mais vous êtes aussi une personne sensible. C'est important de le comprendre. Ceux qui me suivent savent à quel point je trouve super important pour retrouver son équilibre mental et donc physique, d'harmoniser ses
chakras. Les chakras qui, je vous le rappelle, sont les centres énergétiques de notre corps. Pour moi, se sentir bien passe par l'équilibre des chakras. Le contrôlant, vous l'avez vu, a une forte personnalité qui laisse peu de place à l'inconnu et au lâcher-prise. Parce qu'il est plutôt sûr de lui, en tout cas pense l'être, il peut avoir une sexualité un petit peu tronquée. Et puis, il a un mental hyper actif. Il passe aussi d'un état à un autre très très vite, a peur du non-contrôle, et donc d'exprimer sa sensibilité. Et comme il est pragmatique, il a du mal à s'ouvrir à sa spiritualité et à son moi intérieur. Donc du coup, d'exprimer sa sensibilité. Pour moi, il lui sera utile de travailler sur 5 chakras principaux. D'abord, le chakra sacré. Vraiment pour être totalement en phase avec sa sexualité. Ça va être important. Après, ce sera le chakra du plexus solaire, qui est vraiment le chakra du mental. Donc, pour lui permettre de calmer son mental et de lâcher prise. Et puis après, le chakra du cœur, pour comprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel, pour accueillir la sensibilité des autres et accueillir sa propre sensibilité. Et pour terminer, les 2 chakras du haut, donc le chakra du 3e œil et le chakra couronne, pour s'ouvrir et se reconnecter à sa spiritualité et à son moi profond, à ce qu'il est vraiment. Et c'est important parce que, je vous le rappelle, c'est un être sensible qui a un 6e sens. Et donc, travailler sur le chakra du 3e œil et le chakra couronne va lui permettre vraiment de se reconnecter à l'essence même de qui il est. Donc, comme il me faudrait au moins 2 heures pour vous parler de ces chakras et de comment les harmoniser, je vais faire simple. Vous allez trouver dans le descriptif de cet audio un lien qui va vous amener sur une playlist concernant ma saga sur les chakras. Et vous y trouverez un chapitre par chakra avec à chaque fois une présentation avec les trucs et astuces simples pour les harmoniser, une séance de cohérence cardiaque couplée à des affirmations positives sur la fréquence sacrée adaptée à chacun des chakras. Ça, ce sera vraiment pour vous apaiser, vous reconnecter à votre respiration. Et pour finir, une méditation à peu près de 15 minutes, méditation au voyage intérieur spécifique à chaque chakra, là vraiment pour vous apaiser et vous recentrer. Donc guérir cette blessure passe par le rééquilibrage de vos chakras, ça vous l'aurez compris, grâce aux astuces dont je vous parle dans mes présentations, et aussi par comprendre que la perfection n'existe pas. Et donc de devenir doux et gentil avec vous-même et avec les autres. Et cela passera aussi par un travail sur la tolérance, car non, vous ne détenez pas la vérité universelle. Nous sommes tous uniques, avec un parcours et une personnalité différentes, avec des idées différentes, avec des valeurs différentes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à intégrer pour vous. Comme j'aime à le dire, tout n'est jamais blanc ou noir. Il y a des milliers de nuances de gris. Donc, c'est important de comprendre ça et de faire preuve de tolérance vis-à-vis des autres. Et puis, je vous encourage aussi à vous détendre, à apprendre à ne rien faire. Ouh là là, je sais que c'est dur pour vous, mais c'est vraiment important de vous centrer sur vous et à vous laisser porter par votre imaginaire. Ce qui m'amène aussi à un point important, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est d'accueillir et assumer votre sensibilité. Car oui, elle est aussi, malgré ce que vous pouvez peut-être penser, une de vos forces. Alors je vous le rappelle, un travail de guérison est long et souvent difficile. Il peut prendre des années, voire des décennies. Ça a été mon cas. Et c'est pour ça que je vous en parle. Mais si vous souhaitez arriver à des résultats plus rapides et vous faire accompagner dans cette démarche de guérison, le coaching de vie et en éveil de conscience est un excellent moyen. Pourquoi ? Parce qu'il va vous permettre de trouver les clés de votre vrai moi en quelques semaines. Et si vous ne connaissez pas ou peu cette méthode qu'est le coaching, je vous invite à me contacter pour me parler de votre ou vos problématiques personnelles en me contactant par mail pour qu'on puisse organiser ensemble un premier contact téléphonique qui sera totalement gratuit. Mon adresse mail est en train de s'afficher sur votre écran et je vous la rajoute également dans le descriptif de ce podcast.
Et si vous n'avez qu'une vague idée de ce qu'est mon métier de coach, eh bien, je vous encourage à écouter mon podcast « C'est quoi un coach de vie et en éveil de conscience ?» dont vous trouverez également le lien en descriptif du podcast. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez autour de vous des personnes que ce sujet peut intéresser, eh bien, n'hésitez pas à leur partager cet audio. Ça va leur rendre service, ça va les aider à mieux se comprendre s'ils sont touchés par cette blessure et aussi à mieux comprendre leur entourage si c'est leur entourage qui est touché par cette blessure. Si vous avez apprécié ce podcast, eh bien, merci de me laisser un commentaire, un like, en cliquant sur le petit pouce en l'air pour me soutenir dans mon travail qui, je vous le rappelle, est totalement gratuit. Donc, avoir vos retours, c'est vraiment important pour moi. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour vous parler de la 5e et dernière blessure qui est l'injustice, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Bye bye.